J'aimerais quelquefois, dans des moments subits, me laisser glisser dans ma chaise, laissant mon corps alangui mourir tout à son aise. Ne plus être, ne plus penser, redevenir poussière et laisser mon esprit s'envoler pour rejoindre les chimères. C'est avec cette poésie, extraite des œuvres de Quentin Saint-Roman, que débute ce programme. Bonjour. Auteur d'un recueil de nouvelles en 2 tomes, déjà publié sous le titre « Les temps composés », aux éditions Lacour à Nîmes en 2005 pour le tome 1, puis en 2017 pour le tome 2, Quentin Saint-Roman, écrivain gardois de la nouvelle qui va suivre, nous précise avoir 2 passions dans la vie, l'écriture de nouvelles et la peinture. Pour ce qui est des nouvelles, l'auteur nous précise que ces récits nous emmènent dans des contrées que nous n'aurions pas visitées en d'autres circonstances. Ils relèvent de l'imagination et du fantastique qui se confondent avec le monde ordinaire. Quentin Saint-Roman est également l'auteur de plusieurs récits qui se côtoient ou s'opposent dans 2 collections, Optinistre et Pessinistre, publiées sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites, en ligne, en e-book, en livre audio et papier, sous licence Creative Commons. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'une de ces nouvelles, intitulée Le chemin de croix, disponible en e-book dans sa collection Pessinistre précisément, et avec l'accord de l'auteur. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Une porte. En y regardant bien, c'est tout bête, une porte. Ça s'ouvre, ça se ferme, ce n'est pas compliqué. Un assemblage plus ou moins bien ajusté de morceaux de bois, de métal ou de toute autre chose. Pourvu qu'au bout, l'ensemble réponde à ce qu'on lui demande, s'ouvrir et se fermer. C'est clair, simple et précis. Vous pouvez toujours prétendre qu'on peut la laisser entrebâillée. Non, je réponds non. Une porte entr'ouverte, c'est la sournoiserie, l'hypocrisie, les commérages, les ragots, les messes basses, les coups d'œil furtifs, les courants d'air. Une porte entrebâillée, mais c'est une porte ouverte à tous les vices. C'est vrai que c'est bête une porte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'on se fait de ce qu'elle représente. Avant de l'ouvrir, on ne sait jamais ce qu'il peut se trouver derrière. Dans une vie, vous êtes-vous demandé parfois combien de portes existait-il entre la porte du paradis et celle de l'enfer, en passant par celle des toilettes? Des centaines, une multitude de portes qui s'ouvrent et se ferment, claquent, grincent, se dérobent. Lorsque votre main est posée sur la poignée, prête à la tourner, vous êtes-vous posé la question sur ce que vous alliez y trouver derrière? Quoi? Du bonheur, du malheur, une bonne ou mauvaise nouvelle, quelqu'un que vous voulez ou ne voulez pas voir. Tout peut arriver, nul n'est à l'abri lorsqu'il se trouve derrière une porte fermée. Mais une porte ouverte, c'est souvent la liberté.
Liberté, porte ouverte. Ça y est, je gamberge, se dit-il. Le décor qui l'entourait et l'étouffait y était certainement pour quelque chose, et cette porte-là, qui lui faisait face, l'obsédait au point de perdre le sens de la réalité. Il ne voyait qu'elle. Même les quelques lignes qu'il tentait d'écrire, ce n'était que pour elle. Il faut dire qu'il s'ennuyait tellement qu'il avait demandé du papier et des crayons. Après plusieurs requêtes, il obtint satisfaction. Mais pourquoi faire? Il n'avait jamais eu d'imagination pour écrire, et il ne savait pas avec quoi noircir ses feuilles si blanches, si propres. Il n'avait pas l'intention d'écrire un livre, encore moins de rédiger ses mémoires. C'est trop bête, la mémoire. On se souvient des bons trucs, de bons moments, et ça fait mal. Il prit une feuille vierge et essaya de décrire son environnement. Ce n'était pas grand, environ 2 mètres sur 2. Sale. Si un peintre avait perdu son pinceau, ce n'est pas ici qu'il le retrouverait, car les murs humides et décrépits par endroits, laissant apparaître les pierres, avaient depuis oublié l'odeur de la peinture. Pourtant, c'était bon l'odeur de la peinture à l'huile. Il se souvenait que lorsqu'il était encore enfant, bon, passons. Ce qui l'avait le plus choqué lorsqu'il avait emménagé, c'étaient les croix. Une multitude de petites croix, toutes identiques, remarquablement alignées sur tous les murs, de la couchette jusqu'au plafond. Le ou les locataires précédents avaient dû rester un sacré bout de temps ici. Il n'avait jamais pu finir de les compter. Il s'était découragé aux environs de 6000. Bien évidemment, il prit la suite. Tous les matins, c'était son premier travail. Sur une portion de mur libre, il commença son calendrier. Et de croix en croix, cela représentait déjà un joli petit chemin. Au fond de la pièce, solidement fixée aux pierres, sa paillasse, une large planche, un matelas douteux, recouvert d'une chose rugueuse qui faisait office de drap. Par-dessus, une couverture pliée réglementairement. Très haut, presque à la limite du plafond, un soupirail avare de lumière, protégé par de gros barreaux d'acier. D'une vitre poussiéreuse filtraient les quelques rayons de soleil qui avaient eu l'audace de s'aventurer jusque-là. Sur le mur de droite, en entrant, le coin toilette, un lavabo ébréché, un petit placard où il avait rangé quelques vêtements et son rasoir. En face, contre le mur de gauche, une table bancale en bois blanc, sous laquelle était glissé l'unique siège qui complétait le mobilier carcéral, en l'occurrence, un petit tabouret rond tout en bois. Au-dessus de la table, 2 étagères, de celles qui étaient à disposition des clients de passage pour y poser leurs menues affaires, des livres ou des cigarettes. Et puis, bien sûr, la porte qui faisait partie intégrante du mobilier, sans être réellement un meuble. Qu'il soit assis, comme en ce moment, ou qu'il dorme, il la sentait, là, lourde. Lorsqu'il se lavait, elle se tenait dans son petit miroir. Elle était partout et cela l'obsédait. Bon, ce n'était pas la peine de revenir là-dessus. Il avait déjà écrit 4 pages. Certes, sans grand intérêt, mais cela lui plaisait et il s'accrochait. À ce rythme, il aurait bientôt épuisé sa réserve de feuilles. À présent qu'il avait décrit sa cellule, il voulait essayer de résumer. Il avait entendu un drôle de bruit, comme
un grattement. Ce qu'il savait de lui. Il avait 30 ans, s'appelait Marc Dantel, emprisonné depuis 422 jours, et il lui restait encore 8 ans et demi à faire. Enfermé contre sa volonté, il adorait la liberté. Il devait y rester de par la loi. Il croyait être assez intelligent pour vivre confortablement avec l'argent des autres. Mais le verdict est tombé, sévère. 10 ans pour de multiples escroqueries. C'est dur pour un homme habitué aux grands espaces et à la facilité. Mais, comme tous les escrocs, il faisait trop confiance aux gens. Il était né un 11 mars, un lundi. Sa mère était déçue. Elle espérait une fille. Le bruit vient de recommencer. Bizarre. Son numéro matricule est 11 380. Sa cellule est la 7e à gauche en allant vers le parloir. Il avait voulu travailler quelque temps aux ateliers de la prison au cartonnage, mais il abandonna très vite. Il n'était pas un manuel. Les journées étaient toutes identiques. Sa vie n'était qu'un long refrain qui inlassablement, du lever à l'extinction des feux, en passant par la sempiternelle promenade, pénétrait dans sa tête par tous les orifices. Il entendit à nouveau cette espèce de grattement. Le bruit venait du fond de la cellule et cessait dès qu'il regardait dans cette direction. C'était sûrement une bête, ou peut-être un voisin qui se faisait la belle. Bonne chance, mec. Il faisait semblant d'écrire, afin que le grattement recommence. Il se levait, ou plutôt, on le secouait vers 6h30, été comme hiver. Le temps de faire un brin de toilette, il entendait, venant du fond du couloir, le grincement du chariot portant le café. Puis, un prisonnier, accompagné d'un gardien, lui passait un bol de liquide fumant par le judas. Comme tous les matins, il en buvait difficilement la moitié et jetait le reste dans les toilettes. Ensuite, comme tous les prisonniers, il devait mettre de l'ordre. Zut, le couvre-feu. Il termina sa phrase à la lueur d'une allumette. Ça y est, se disait-il soudain. Voilà que j'ai attrapé le virus de l'écriture. Pourtant, enfant, il n'avait pas été vacciné avec un porte-plume. Et ce matin-là, sitôt levé, il avait saisi son stylo-bille. Il fallait préciser que durant la nuit, son locataire avait été particulièrement bruyant. Il n'avait cessé de gratouiller jusque sous sa couchette. Impossible de l'apercevoir. Chaque fois que Marc grattait une allumette, il stoppait son activité nocturne. Bientôt, le gardien allait lui rendre visite. Il décida de continuer à écrire. « Tiens, se dit-il, j'ai oublié de faire ma petite croix quotidienne. » Le geôlier était passé à l'heure pile, et après une inspection dans les règles, il était reparti, non sans m'avoir encouragé à poursuivre mes travaux littéraires. Il était sympa. Nous avons parlé 2 minutes sur l'élévation de l'esprit, sur la culture et la grandeur d'âme de l'écrivain qui transmet un message. J'en profitais pour lui réclamer de nouvelles feuilles. Il ferait son possible. Ce coup-ci, il en était certain. Il venait d'apercevoir un mouvement furtif sous la couchette. Depuis un bon moment déjà, il guettait. Il l'avait vu. Une toute petite boule grise, avec une longue queue de couleur foncée. Une souris. Il en parlerait au gardien.
Il ne voulait pas partager sa cellule avec ce genre de bestiole. Il se demanda comment était-elle arrivée jusque-là, car les murs étaient plutôt épais, mais la prison était si vieille qu'il ne devait pas être très difficile de creuser entre les pierres, surtout lorsqu'on avait une aussi petite taille. Elle était là, sous la couchette, et elle l'observait. Il voyait briller ses 2 petits yeux ronds et noirs. Tant qu'il écrivait, elle ne bougeait pas, mais s'il tournait la tête, elle reculait sans cesser de le fixer. Marc revint à sa table de travail. La matinée était vite passée. Réfectoire, promenade, travaux ménagers, bref, le train-train quotidien. Il avait parlé de la souris au gardien. Ce dernier, pensant qu'il se moquait de lui, ne le crut pas. Sans doute, pour lui faire plaisir, il lui avait répondu qu'il s'en occuperait dès qu'il aurait un moment, mais Marc, à son tour, n'eut pas confiance. Tant pis, il se débrouillerait tout seul. Il suffisait qu'il se mette à écrire pour qu'elle se manifeste aussitôt. Il la voyait. Elle s'enhardissait même. Elle avançait à petits sauts, mais s'arrêtait à la limite de l'ombre et de la lumière. Peut-être qu'un jour, elle aurait assez de courage pour franchir le pas. Il n'avait pas écrit depuis le matin. Il avait passé la plus grande partie de l'après-midi à observer la souris. Il s'était pris au jeu et il attendait. Les distractions étaient rares en prison et il s'amusait, tout seul. Il disposa quelques miettes de biscuits en ligne droite depuis le trou dans le mur jusqu'au milieu de la pièce. Tout au bout, il mit un gros morceau de fromage qu'il avait gardé de son repas. Elle était sortie plusieurs fois de sa cachette. Au début, elle hésitait, perplexe quant à la réalité de son futur festin disposé tout près, exprès pour elle. Puis, timidement, elle s'était mise à grignoter quelques miettes de biscuit sans le quitter des yeux. Il ne fit aucun mouvement. Le gardien, faisant sa ronde routinière, le regardait par le judas. Il devait trouver son attitude bizarre. Soudain, au moment où il ne faisait pas attention à elle, elle bondit sur le morceau de fromage, délaissant les restes de biscuits. Sa réaction avait été si prompte qu'il n'avait pu apercevoir que le bout de sa queue au moment où elle regagnait son trou. Il remit, à nouveau, des brisures de biscuits et du fromage, et attendit. Le jeu, même bref, lui plaisait. Il en oubliait sa triste condition et cette maudite porte. De nombreux jours s'écoulèrent depuis la dernière fois où il avait écrit quelques lignes. Il n'en avait plus envie. Il avait tellement à faire avec l'éducation de Mimi. C'est ainsi qu'il l'avait baptisée. Elle n'avait plus peur. Ils sympathisaient tous les deux. Elle se promenait tout à fait à son aise. Elle grimpait partout, y compris sur sa couchette, mais seulement quand il ne s'y trouvait pas. Elle gardait malgré tout une certaine méfiance. Chaque fois qu'il faisait mine de la caresser, elle se dérobait d'un bond. Puis, elle était très mignonne. Ce n'était pas une souris comme les autres, c'était la sienne. Il savait que son attitude pouvait choquer ou surprendre pour les gens extérieurs à ces murs. À force d'être seul, isolé du monde, on se raccroche à ce que l'on peut. Certains pensaient à travailler, d'autres à s'évader. Quelques-uns plongeaient dans la boisson, mais beaucoup d'entre nous
apprivoisait toutes sortes de bestioles. Depuis la veille au soir, il avait enfin réussi à la caresser. Il avait passé tout son après-midi à essayer de la toucher du bout des doigts, sans geste brusque. Mais à chaque fois, elle se dérobait. Puis, à un certain moment, elle était restée, immobile, attendant. Marc promena un index léger sur son dos. Elle tremblait. Il sentit sous sa peau le tissu de sa robe grise. À partir de cet instant, elle ne trembla plus. Elle le regarda de ses petits yeux noirs et, sans façon, grimpa sur sa main, puis son bras, et se jugea sur son épaule. Elle y resta un long moment, immobile, le nez en l'air, à renifler toutes les odeurs qui passaient dans le coin. Puis, sans hésiter, elle avança au bord de son épaule, regardant vers le bas. Il croyait qu'elle cherchait un chemin pour redescendre. En fait, elle avait repéré la poche de poitrine sur sa chemise réglementaire. En 2 bonds, elle franchit la distance et se glissa dedans. Ensuite, après avoir cherché la meilleure position pour son confort, elle cessa de s'agiter et son museau émergea du tissu. Elle vivait ainsi la plus grande partie de ses journées, immobile. Parfois, elle poussait de petits cris aigus, joyeux, comme pour le remercier. Il ne lui manquait que la parole. Et les jours passaient, aujourd'hui, identiques à hier et à demain. Le gardien lui apporta de nouvelles feuilles, mais en contrepartie, il lui demanda l'autorisation de lire ce qu'il écrivait. Marc refusa tout net. L'homme partit vexé, l'informant qu'il ne pourrait plus lui fournir du papier. Il s'en moquait car son histoire était presque terminée. Avec la souris, il bavardait. Au début, il n'osait lui parler. Cette petite boule de soie grise l'intimidait par sa tranquillité. Puis un jour, il se décida et commença un long monologue, lui racontant sa vie, ses bonheurs, ses peines. Il était certain qu'elle comprenait. Sa façon de le regarder, ses petits airs, les mouvements de sa tête lui démontraient. Elle savait ce qu'il voulait lui dire. Un soir, pourtant, juste avant l'extinction des feux, il eut peur. Il venait de lui parler, lorsque, tout à coup, elle quitta sa poche sans raison apparente et regagna son trou. Il ne fit aucun geste pour la retenir. Il respectait trop sa liberté. Mais sa disparition, si soudaine, lui causa un grand vide, à tel point qu'il s'allongea sur le sol de la cellule, sous la couchette, face au trou. Il resta là un long moment. Il ne parvenait pas à trouver d'explication à un départ aussi subit. Il se souvenait que juste avant qu'elle ne parte, il lui avait dit à peu près ceci. « Tu sais, souris, tu es drôle tout de même. Tu pourrais être libre, te promener partout, mais tu préfères rester enfermé dans ma poche. Tu ne sais pas ce que tu perds. Quand je pense que moi, qui suis prisonnier, je donnerais mon âme pour avoir ta liberté. La vie est mal faite. Si on pouvait échanger nos places, toi et moi. » Est-ce que mes propos l'avaient vexé, blessé? Plus tard, il regagna sa couchette, glacé par sa longue immobilité sur le sol froid. Inutile de rester ainsi à attendre. Si elle devait revenir, elle trouverait son chemin toute seule. Les lumières venaient de s'éteindre et il allait s'endormir lorsqu'il entendit sous la paillasse le bruit familier. La souris.
Tout en se redressant, il attrapa la boîte d'allumettes qu'il avait pris soin de placer sous son oreiller. Elle était là, immobile, le museau en l'air, le regardant fixement de ses yeux ronds. Soudain, il comprit. Elle voulait qu'il se lève. Il lâcha l'allumette qui commençait à lui brûler le bout des doigts et se mit debout. C'est précisément à cet instant qu'il sentit sa vie foudre le camp. Il chancela, sans force, sentant dans son crâne son sang quittait son cerveau. Tandis qu'un grand froid engourdissait tous ses membres, il s'écroula. Il était comme une marionnette à qui on avait coupé les fils, qui la soutenait pour lui donner une illusion de vie. Il perdit conscience. Son retour à la réalité se fit progressivement, par étapes de plus en plus longues. Au fur et à mesure qu'il retrouvait toutes ses facultés, il ne se sentit pas à l'aise dans sa peau. Il étouffait avec une sensation curieuse d'être plus près du sol, plus léger, plus petit. Ses yeux lui montraient des images inconnues, déformées, des choses immenses. Ses yeux, deux petits boutons noirs et luisants qui... Soudain, il comprit. Il ne savait par quel artifice sa prière avait été exaucée. Il devait bien se rendre à l'évidence. Il était devenu elle, la souris. Ils avaient échangé leur place. Au premier abord, il se mit à se maudire, lui et sa fameuse idée. Il se traita d'inconscient, d'idiot, puis, calmé, après cette vague de rage, il se mit à raisonner. Il était en colère contre lui. Pourquoi? Il avait envié cette souris, sa liberté, son insouciance. Il avait même été jusqu'à lui proposer son âme, l'idiot. Son âme, elle lui avait prise. Mais quelle importance! Il se foutait pas mal de son âme, et puis les animaux n'en ont pas, et ils ne s'en portent pas plus mal. Il était libre. Sans prendre vraiment compte de son nouveau corps, il fit quelques pas hésitants, le museau en l'air. Il fit ainsi le tour de la pièce. Tout y était gigantesque, démesuré. Il avait du mal à reconnaître tout ce qui lui avait été familier. Il comprenait enfin pourquoi les animaux avaient peur des hommes. Son trottinement le conduisit tout naturellement vers le trou dans le mur. Avant de s'y engouffrer, il regarda la forme vague, floue, immobile, allongée sur le lit, qui semblait dormir. C'était son ancien corps. Sans regret, il se détourna et partit vers sa nouvelle vie. Sa petite taille et son corps agile n'avaient aucune difficulté à se mouvoir dans ce labyrinthe de pierres disjointes. Guidé par le hasard, il parcourut une grande distance. Soudain, alors qu'il émergea dans le noir, dans ce qui semblait être une grande pièce, ses narines frémissantes reniflèrent une odeur familière. Du fromage! Il y avait quelque part, tout près, à portée de dents, un festin qui l'attendait. Dans l'obscurité, son instinct le guida vers cette aigrelette senteur. Le morceau de fromage convoité était dans une espèce de boîte métallique. Il dut en faire le tour, plusieurs fois, avant de trouver une possibilité d'entrer à l'intérieur. L'ayant découverte, il gravit une petite pente, les sens tout enivrés par l'odeur si proche. Et
C'est au moment où il s'apprêtait à mordre dans le festin qu'il perçut comme un léger grincement, comme une porte qui se referme. Il comprit alors. Il était dans une souricière, et c'était lui qui, en pénétrant, avait déclenché le système de fermeture automatique de la porte, de la porte, de la... Je vous ai proposé l'écoute de la nouvelle de Quentin Saint-Roman, Le chemin de croix, publiée sous licence Creative Commons sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites, en ligne, en e-book, en livre audio et papier, et avec l'accord de l'auteur. La principale qualité d'un récit ou d'un tableau, écrit l'auteur, est de nous emmener dans des contrées que nous n'aurions pas visitées sans lui. Certaines de mes nouvelles racontent des histoires du passé, du futur, d'autres du présent, et une partie de temps incertain, intermédiaire. Je termine avec ce court intermède figurant dans le premier tome des Temps composés de Quentin Saint-Roman. Ce programme a été réalisé en collaboration avec Atramenta. La voix d'Evie Loy vous a bercé quelques secondes lors d'une jingle. À bientôt. Elle était source, elle devint rivière. Par désespoir, elle se jeta à la mer.